Ce que vous savez des chars allemands de la Seconde Guerre mondiale n'est pas vraiment de l'histoire, mais plutôt un écho de la propagande nazie qui se répète depuis 80 ans. Le Tiger, le Panther, les As invincibles, la supériorité de l'ingénierie allemande. Une belle image créée par le département de Goebbels pour remonter le moral des troupes, et que la culture de masse d'après-guerre a reprise et reproduite sans discernement. La réalité était tout autre. Les tankistes britanniques et américains en Normandie étaient terrifiés par les Tigres. Pourtant, dans 7 cas sur 8, ils ont rencontré une machine complètement différente, celle qui constituait en réalité l'épine dorsale des forces blindées allemandes, qui a porté toute la guerre sur ses épaules et dont presque personne ne fait de documentaire. Voici l'histoire du Panzer IV. Et comment fonctionne la propagande militaire. Mais avant de parler de ce véhicule oublié, nous devons comprendre comment les héros qui l'ont éclipsé ont été créés. Car ce n'était pas un accident ou une erreur des historiens, mais une opération planifiée qui fonctionne encore aujourd'hui. Le 13 juin 1944, une bataille eut lieu dans la ville normande de Villers-Bocage, qui devint l'un des épisodes les plus médiatisés de la guerre des chars. Plusieurs Tigres sous le commandement du SS Hauptsturmführer Michael Wittmann attaquèrent une colonne britannique. Ils détruisirent jusqu'à 14 chars et 15 véhicules blindés de transport de troupes en 15 minutes, après quoi la machine de propagande nazie se mit en marche. Wittmann est immédiatement devenu le visage de la Waffen-SS. Ses photos ont été publiées dans les journaux de toute l'Allemagne. Son mariage, auquel a assisté la chorale des jeunesses hitlériennes, a été couvert comme un événement national et Hitler a personnellement envoyé 50 bouteilles de vin en cadeau aux jeunes mariés. Des décennies plus tard, l'historien John Buckley écrira que de nombreux chercheurs continuent de reprendre sans critique la propagande nazie. Steven Zaloga se montra encore plus sévère, qualifiant Wittmann de héros de tous les fans nazis et soulignant une vérité dérangeante. La plupart des tankistes qui connurent un véritable succès pendant la Seconde Guerre mondiale n'étaient pas des chevaliers de tournoi, mais des chasseurs d'embuscades patients qui ne firent jamais la une des journaux. Mais en 1944, la propagande fonctionna si bien et si efficacement qu'elle donna naissance à un phénomène que les historiens appelleront plus tard la tigrophobie. Les tankistes alliés ont commencé à voir des tigres partout. Toute silhouette angulaire, tout canon à long tube provoquait la panique et des tirs aveugles. Au cours de l'été 1944, un sergent britannique en Normandie a repéré un char allemand dans un passage entre 2 haies, a décidé qu'il s'agissait d'un tigre et son équipage a ouvert le feu sans même essayer d'identifier la cible. Il s'agissait en fait d'un simple Panzer IV. Ce véhicule était 7 fois plus courant en Normandie à l'époque que les véritables tigres. La situation devint telle que le général Montgomery fut contraint d'interdire toute mention de la supériorité du Tigre dans les rapports officiels, car le simple fait d'en parler détruisait le moral des troupes. La peur s'est avérée plus efficace que le blindage, mais les guerres ne se gagnent pas par la peur, mais par la puissance de feu. Et là, le Troisième Reich avait un problème qu'aucune propagande ne pouvait résoudre. Et maintenant, passons aux chiffres qui sortent de l'ordinaire. Pendant toute la guerre, l'Allemagne a produit 1355 chars Tiger I, soit moins que le nombre de T-34 produits par l'Union soviétique en un seul mois au plus fort de la production. Au cours de la même période, les usines allemandes Krupp, Vomaga et Nibelungenwerk ont assemblé 8553 chars Panzer IV de toutes les modifications, avec des taux de production en constante augmentation, alors qu'en 1941, 39 véhicules en moyenne sortaient des chaînes de montage chaque mois, ce chiffre était passé à 300 en 1944. En juin 1944, lorsque les Alliés débarquèrent en Normandie, 41% des chars allemands sur cette partie du front étaient des Panzer IV, 30% étaient des Panther et seulement 6% étaient les redoutables Tiger. Ces proportions n'étaient pas le fruit du hasard. Elles reflétaient un problème fondamental de l'ensemble du programme allemand de chars. À l'origine,
Le Panzer IV n'était pas destiné à être utilisé contre d'autres chars. Heinz Guderian, théoricien de la guerre blindée et l'un des architectes de la Blitzkrieg, l'avait conçu comme un véhicule d'appui à l'infanterie, équipé d'un canon de 75 mm à canon court pour détruire les points de tir et les fortifications. Dans le même temps, le Panzer III, plus léger, devait s'occuper des blindés ennemis. C'était un concept élégant qui a perduré jusqu'à l'été 1941, lorsque les tankistes allemands ont rencontré pour la première fois dans les vastes étendues de la Russie les T-34 et K-1, des véhicules dont le blindage incliné déviait les obus allemands et dont les canons de 76 mm pouvaient pénétrer l'acier allemand à des distances auxquelles les chars soviétiques eux-mêmes restaient pratiquement invulnérables. Ce fut un choc pour les équipages allemands. Les rapports du front décrivaient une horreur presque mystique. Les obus, qui étaient auparavant garantis de percer n'importe quel blindage, ricochettent désormais impuissants sur les flancs inclinés du T-34. Les équipages des chars tiraient à bout portant et regardaient les obus s'envoler dans le ciel. Le général Guderian écrivit plus tard que les officiers sur le front exigeaient que le véhicule soviétique soit immédiatement copié et mis en production dans les usines allemandes. Le commandement rejeta cette idée, en partie par fierté, en partie pour des raisons techniques, mais l'ampleur de la crise était évidente pour tout le monde. Au lieu d'attendre le développement d'une machine fondamentalement nouvelle, ce qui aurait pris des années, Krupp reçut l'ordre urgent de moderniser la plateforme existante. Au printemps 1942, une version équipée d'un canon 4WK, 40 de 75 mm à long tube, fit son apparition et le char d'appui de l'infanterie se transforma en un chasseur de chars à part entière, non pas parce que cela avait été prévu ainsi, mais simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et il a fait le travail, non pas grâce au génie de sa conception, mais parce qu'il pouvait être produit en série, réparé rapidement et maintenu en état de combat. Il fallait environ 9000 heures de travail pour assembler un Panzer IV, contre plus de 50 000 pour un Tiger. Lorsque la guerre se transforme en une bataille d'usure, l'arithmétique devient plus importante que l'épaisseur du blindage. Le Tiger était un produit unique destiné aux victoires de parade. Le Panzer IV est devenu la seule machine à avoir combattu pendant toute la guerre, du premier au dernier coup de feu, et ce sur tous les fronts où l'Allemagne a combattu. Le Panzer IV a été le seul char allemand à avoir combattu pendant toute la guerre, du premier au dernier jour, et ce littéralement partout. En septembre 1939, il a franchi la frontière polonaise. En mai 1940, il a traversé les Ardennes pour entrer en France dans le cadre de la célèbre division fantôme de Rommel. La 7e division blindée a mérité son surnom parce qu'elle apparaissait là où on ne l'attendait pas. Le quartier général allemand la perdait de vue aussi souvent que les Français. Rommel dirigeait personnellement la colonne depuis le front, et ce sont les Panzer IV, avec leurs obusiers de 75 mm, qui ont percé les défenses françaises, tandis que les chars légers dégageaient les flancs. Ces véhicules identiques ont ensuite combattu dans les sables brûlants d'Afrique du Nord, débarqué en Italie, tenu la ligne en Normandie et battu en retraite jusqu'à Berlin. Aucun autre char allemand ne pouvait se vanter d'un tel palmarès. Les Tigres et les Panthers sont apparus trop tard, et les premiers modèles tels que le Panzer III sont devenus obsolètes et ont été abandonnés. Dans le même temps, le Panzer IV lui-même a subi des changements continus, passant par une douzaine de modifications de l'AESF. A à l'AOSF. J. Son blindage a été renforcé. Il a été équipé de canons de plus en plus puissants. Des écrans anti-cumulatifs Schürzen ont été ajoutés et, à la fin de la guerre, au contraire, sa conception a été simplifiée pour accélérer la production. L'entraînement électrique de la tourelle a été supprimé. Le nombre de dispositifs d'observation a été réduit. Ce n'était pas un char légendaire, mais un outil de travail constamment rafistolé et adapté aux conditions changeantes de la guerre. De plus, le châssis du Panzer IV est devenu la base de toute une famille de véhicules de combat, des canons d'assaut Stugé 4 aux canons antiaériens automoteurs
Wirbelwind. La plateforme, conçue au milieu des années 1930, s'est avérée suffisamment flexible pour transporter des armes que ses créateurs n'avaient même pas envisagées. À l'intérieur de ces machines se trouvaient des personnes au destin très différent. Bruno Friesen, par exemple, est né au Canada, dans une famille de ménonites allemands, a déménagé en Allemagne en 1939 à l'âge de 14 ans et s'est retrouvé en 1944 comme artilleur sur un Panzer IV sur le front de l'Est, citoyen d'un pays allié à l'intérieur d'un char allemand, tirant sur les troupes soviétiques. Après la guerre, il est retourné au Canada. Il a travaillé comme consultant au musée de la guerre d'Ottawa jusqu'à la fin de sa vie, laissant derrière lui de rares mémoires sur ce que c'était que de se battre à l'intérieur de cette machine. Ses souvenirs sont dépourvus d'héroïsme. Il décrit la boue, les pannes, la peur des avions d'attaque soviétiques et l'incertitude constante. Dans un épisode près de Tchernivtsi, son équipage a attendu en embuscade au bord de la route pendant plusieurs heures, sans savoir si la colonne soviétique allait apparaître et s'ils seraient capables de tirer les premiers. C'était ainsi que se déroulait la guerre pour des milliers d'équipages de Panzer IV, non pas en tant qu'as ou en quête de gloire, mais simplement en essayant de survivre. Mais si le Panzer IV était le cheval de bataille de la Wehrmacht, l'armée rouge avait ses propres hommes qui savaient comment transformer ce cheval de bataille en proie. Dmitri Fedorovitch Lavrinenko est né dans un village du Kouban, au nom évocateur de Sans peur, et il a pleinement mérité le nom de sa patrie. En octobre 1941, alors que les colonnes de chars allemands se précipitaient vers Moscou, il commandait un peloton de T-34 dans la 4e brigade blindée du colonel Katoukov, et il avait 27 ans. Le 6 octobre, près du village de Pervy-Vouin, dans la région d'Oriol, une bataille eut lieu qui montra ce dont était capable un commandant habile dans une machine professionnelle. Le groupe de 4 chars T-34 de Lavrinenko rencontra une colonne allemande composée de plusieurs dizaines de véhicules blindés de la 4e division blindée de la Wehrmacht. Au lieu de battre en retraite face à des forces supérieures, Lavrinenko utilisa le terrain et lança une embuscade. À la fin de la bataille, 15 chars allemands brûlaient sur le champ de bataille et aucun T-34 n'avait été perdu. Lavrinenko a personnellement détruit 4 véhicules au cours de cette bataille. Il ne cherchait pas à se livrer à des duels chevaleresques, il se battait comme quelqu'un qui voulait gagner et non devenir célèbre. Le général Lelyushenko se souvint plus tard comment le lieutenant avait soigneusement camouflé ses véhicules en plaçant des rondins dans des positions factices qui ressemblaient à des canons de chars à distance. Les Allemands ont ouvert le feu sur les leurs, révélant ainsi leur position et gaspillant leurs munitions. Lorsqu'ils se sont suffisamment rapprochés pour être sûrs d'être touchés, Lavrinenko les a pris sous le feu de son embuscade. Il convient de noter que les premiers T-34 n'avaient pas de tourelle de commandant et que le commandant du char lui-même servait de tireur. Lavrinenko a personnellement détruit chacun des 52 chars. Au cours des 2 mois et demi de combats continus près de Moscou, il a participé à 28 batailles et remplacé 3 chars perdus au combat. 52 chars et canons automoteurs allemands ont été détruits, dont la plupart étaient des chars Panzer III et Panzer IV, l'épine dorsale des forces blindées allemandes à l'époque. Aucun autre commandant de chars des armées alliées n'a surpassé ce résultat pendant toute la guerre. Le 18 décembre 1941, immédiatement après la libération du village de Goryuni, près de Volokolamsk, Lavrinenko est sorti de son T-34 pour rendre compte personnellement au commandant de brigade de la destruction du 52e char. Quelques minutes plus tard, une mine allemande a explosé à proximité et un fragment l'a touché à la tête. Le meilleur as des chars des Alliés est mort à l'âge de 27 ans. Cependant, il ne reçut le titre de héros de l'Union soviétique qu'en 1990, un demi-siècle plus tard. Lavrinenko fut oublié parce qu'il mourut trop tôt. Mais il y eut un autre tankiste qui fut ignoré pour une raison tout à fait différente. Il vécut presque jusqu'à la fin de la guerre, détruisit plus de chars que quiconque dans l'histoire et ne reçut toujours pas la plus haute distinction de son pays. Les tactiques de Lavrinenko
reflétaient presque celle des meilleurs tankistes allemands. Pas d'attaque frontale, mais des embuscades, pas d'héroïsme ostentatoire, mais du calcul et de la patience. Et parmi ces tankistes allemands se trouvait un homme dont le nom était censé devenir un symbole de la Panzerwaffe. Mais cela ne s'est jamais produit. Kurt Knispel a commencé la guerre en juin 1941 comme simple artilleur de Panzer IV dans la 12e division blindée qui faisait partie du groupe d'armée centre. Avec son commandant, le lieutenant Hellman, et son ami Alfred Rubel, il s'est frayé un chemin à travers l'encerclement près de Minsk et Smolensk, les batailles près de Leningrad et l'offensive sur Moscou. En janvier 1942, il avait déjà détruit 12 chars soviétiques et ses commandants se rendirent rapidement compte que Knispel possédait un don rare, une capacité presque surnaturelle à évaluer avec précision les distances et à toucher ses cibles dès le premier tir. Plus tard, il établit un record de guerre non officiel en touchant un T-34 à une distance de 3000 mètres, un tir que la plupart des tankistes auraient jugé impossible. Après s'être recyclé sur le Tiger en 1943, Knispel continua d'augmenter son score. À Koursk, il détruisit 27 chars soviétiques en 12 jours de combat. À la fin de la guerre, son total atteignait 168 victoires confirmées, soit plus que tout autre commandant de chars de la Seconde Guerre mondiale, quel que soit le camp, y compris Wittmann lui-même. Il était le seul sous-officier des forces blindées dont le nom était mentionné dans les rapports officiels de la Wehrmacht. Il fut nominé 4 fois pour la Croix de Chevalier, la plus haute distinction militaire du Troisième Reich, et 4 fois sa nomination fut refusée. La raison était simple. Knispel ne correspondait absolument pas à l'image du héros arien exigé par la propagande nazie. Il portait une barbe et des cheveux longs, en violation du règlement, avait un tatouage dans le cou et était totalement incapable, ou peu disposé, à tenir sa langue devant ses supérieurs. Une fois, dans une gare près de Cracovie, il a vu un officier de l'Einsatzgruppe battre des prisonniers de guerre soviétiques, et il a lui-même battu l'officier. Seul son parcours militaire irréprochable lui évita la cour martiale. Selon Rubel, Knispel ne recherchait jamais la gloire personnelle et cédait volontiers ses victoires à d'autres membres de l'équipage dans les situations controversées. Joseph Goebbels, qui supervisait personnellement la création d'un culte autour des as des chars comme Wittmann, ne mentionna jamais le nom de Knispel dans ses journaux intimes. Le meilleur commandant de chars allemand s'avéra totalement inadapté à la propagande, car il refusait de se plier à ses règles. Le 28 avril 1945, 10 jours avant la fin de la guerre, le Royal Tiger de Knispel a été touché lors d'une bataille près du village tchèque de Vostřice. Un éclat d'obus l'a touché à la tête et il est mort de ses blessures sans reprendre conscience. Il avait 23 ans. Pendant plusieurs décennies, sa tombe est restée anonyme jusqu'en 2013, lorsque des chercheurs tchèques ont identifié ses restes grâce à sa plaque d'identité militaire. Knispel, Lavrinenko, Friesen, des milliers d'équipages anonymes. Ils font tous partie d'une histoire que la propagande des deux camps a choisi de ne pas raconter. Des histoires sur ceux qui ont vraiment porté cette guerre sur leurs épaules. En juillet 1943, près de Koursk, lors de la plus grande bataille de chars de l'histoire de l'humanité, l'Allemagne a engagé environ 2500 chars et canons d'assaut, soit près de 70% de tous les véhicules blindés du front oriental. Parmi ceux-ci, seuls 146 étaient des Tigres et environ 200 autres étaient des Panthers, sur lesquels le commandement allemand avait placé des espoirs particuliers. L'opération Citadelle était censée être un triomphe pour la nouvelle arme allemande. Les Panthers étaient spécialement réservés pour cette attaque. Au lieu d'une victoire, ce fut un échec. Les véhicules tombèrent en panne pendant la marche, prirent feu sans avoir été touchés et s'enlisèrent dans la boue, en raison d'une transmission mal conçue. À la fin de la première semaine, la plupart des Panthers se trouvaient dans des parcs de réparation ou brûlés dans la zone neutre. Et une fois de plus, comme toujours, ce sont les équipages des Panzer IV qui ont dû se battre. Ce rapport est resté le même jusqu'à la fin de la guerre.
les Tigres ont remporté les batailles qui ont fait la une des journaux. Dans le même temps, les Panzer IV ont porté le front, restant dans l'ombre de leur propre propagande. Plusieurs milliers de chars lourds sont devenus des légendes, tandis que 8553 chevaux de bataille sont devenus des statistiques dont seuls les experts se souviennent. Et cet oubli perdure encore aujourd'hui. Dans tous les classements des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale, le Panzer IV cède invariablement la place au Tiger et au Panther, alors qu'il a été l'épine dorsale de la Panzerwaffe du premier au dernier jour de la guerre. Nous continuons à regarder cette guerre à travers les yeux de Goebbels, sans même nous en rendre compte. Mais c'est là la principale leçon à retenir. Les guerres ne sont pas gagnées par des armes miracles ou des héros issus d'affiches de propagande. Elles sont gagnées ou perdues par ceux qui font leur travail jour après jour, sans attendre de gloire ni de récompense. Knispel et Lavrinenko ne se sont jamais rencontrés, mais ils se sont battus de la même manière, sans se mettre en avant, sans rechercher la reconnaissance, avec le calcul froid de professionnels qui comprennent que la dernière chose qu'un soldat souhaite, c'est un combat équitable. Tous deux sont morts avant d'atteindre l'âge de 30 ans et tous deux ont été oubliés par la propagande de leur pays. L'un parce qu'il ne correspondait pas à l'image souhaitée, l'autre parce qu'il est mort trop tôt. L'histoire se souvient de Tiger et Wittmann. Mais la guerre a été menée par le Panzer IV et des milliers d'équipages anonymes dont personne n'a fait les actualités.